Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense chance d'avoir Yves Bourris avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques petits mots, s'il te plaît. Alors, déjà pour commencer à me présenter, je m'appelle Yves Bourris, je fais du canoë slalom et je suis un international sénégalais. J'ai représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques et sur différentes compétitions internationales depuis 2015 et je suis finaliste aux derniers Jeux Olympiques à Paris 2024. Très bien. Alors avant de parler des JO, on va se concentrer sur ta personnalité et sur ton histoire. Je sais que tu es devenu séiste grâce à ton papa. J'aimerais bien que tu nous racontes comment ça s'est passé. Alors pour commencer, mon père il est marin-pêcheur et il tenait à cœur que moi et mon frère on fasse un sport du nautisme. Et il a décidé d'inscrire mon frère en première année au kayak, au club de kayak Quimper de Cornouailles. Et à l'issue de la première année, ça avait beaucoup plu à mon frère et à mes parents, l'ambiance, tout ce qui est relié au club. Donc il a décidé de m'inscrire au kayak juste l'année d'après mon frère. Moi, pour la première année, ça m'a pas du tout plu. J'ai voulu arrêter, mais mes parents m'ont un peu forcé à continuer. Et à l'issue de la première année, quand j'ai réalisé ma deuxième année, c'est là où je me suis fait beaucoup de copains. J'ai beaucoup plus apprécié l'ambiance et c'est là où j'ai décidé de continuer. J'ai vraiment accroché au sport. Alors du coup, tu n'as pas apprécié la première année, mais j'imagine qu'il y a eu un déclic lors de la seconde qui t'a permis de poursuivre dans cette voie. Ce qui est compliqué avec le kayak, c'est le temps. Quand on commence un sport nautique, on est toujours confronté au vent, la pluie, le froid, comme les fortes chaleurs sur l'eau, donc c'est pas toujours très agréable. Donc quand on est jeune, qu'on a 7-8 ans, on a toujours un peu du mal à accepter qu'il fasse très froid, donc ça a été vraiment ça le déclic, où j'ai pu accepter les températures, j'étais mieux équipé. Et je me suis fait beaucoup plus de copains de mon âge ma deuxième année de kayak. Donc là, du coup, une enfance tournée autour du kayak, tu as grandi avec ça. Et j'aimerais qu'on se projette un peu plus tard parce que j'ai lu cette lettre que tu t'es écrite à toi-même, une lettre que tu as publiée sur tes réseaux sociaux. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as écrit cette lettre et le rapport à ce que tu as avec ça. Alors déjà, c'est Lewis Hamilton, comme je suis fan de Formule 1, il avait fait une interview où il faisait une lettre à lui-même plusieurs années auparavant et ça m'a beaucoup inspiré et je trouve que c'était important d'en parler parce que ça permet peut-être d'inspirer d'autres personnes à être leur meilleure version de soi-même, à plus s'accepter, à être bien meilleur et à essayer de progresser. Et pour moi, c'était quelque chose que j'avais à cœur de faire un peu à la façon Hamilton pour vraiment essayer d'inspirer les gens et essayer de donner un peu de la force à toutes les personnes qui ont pu la lire. Est-ce que le Yves d'aujourd'hui est fier de ce qu'il est et de ce qu'il représente? Je dirais oui, je suis fier, je ne suis pas toujours satisfait de tout ce que j'ai pu réaliser, je sais que je pourrais toujours faire beaucoup mieux et c'est ce que j'ai envie de faire et je trouve ça très bien de pouvoir progresser sur plein de domaines et c'est ça qui me plaît et j'espère que dans 5-10 ans je pourrais dire vraiment que je suis très fier de moi à 100%. On va maintenant rétro-pédaler dans le temps, on est en février 2024 à La Réunion, tu affrontes ton frère et le mieux classé ira au JO. Raconte-nous. Pour moi c'était assez compliqué un peu à vivre ce moment-là car l'année dernière on avait une première partie section olympique, il fallait décrocher un quota pendant les championnats du monde à Londres et un mois avant, donc là ça va quasiment faire un an, j'ai appris que j'avais une phlébite donc je ne pouvais pas participer au championnat du monde. Donc pour moi ça a été du mois d'août jusqu'à janvier, ça a été des moments assez difficiles, je ne pouvais pas faire de sport, j'avais pas le droit de faire ne serait-ce qu'une activité physique, même conduire c'était un peu compliqué. J'avais à cause des problèmes de santé, donc j'ai repris le sport un mois avant nos sections. Et là, je savais très bien que ça allait être vraiment compliqué parce que physiquement, il faut se remettre un peu en forme, se réathlétiser. Techniquement, je savais que j'avais rien perdu, mais il fallait quand même que j'arrive à compenser tout techniquement. Pendant la réunion, quand on est arrivé sur l'île, qu'on a fait les premiers entraînements avec mon entraîneur, ça n'a pas été très simple. Je me souviens, on a eu des moments où on s'engueulait un peu parce que j'arrivais vraiment pas à faire des simulations de course. On faisait des longs où c'était vraiment très dur à réaliser à cause de mon physique, où j'arrivais pas à aller jusqu'au bout, même si techniquement j'arrivais à beaucoup compenser. Et en fait, le jour de la course, j'ai réussi à me transcender techniquement, ce qui m'a permis de compenser vraiment ma perte de physique, mon manque de physique et ce qui m'a permis d'être meilleur sur l'eau. Donc tu es en train de nous dire que tu as réussi à te qualifier pour les JO alors que tu n'étais vraiment pas à 100% physiquement? Non, même là aujourd'hui, pendant les Jeux, je n'étais pas encore à 100%. J'étais toujours sous anticoagulant pendant les Jeux. Okay. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment le deal avec les médecins. On garde des anticoagulants pour essayer d'éviter tout, ne serait-ce qu'un pépin physique. Et j'étais pas forcément à 100% avec les médicaments, ça met toujours un peu des petits coups
Au niveau du corps, c'est pas toujours très simple, mais voilà, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Bravo, en tout cas, bravo, parce que c'est pas facile de performer à ce point-là et de ne pas être à 100%. J'aimerais, avant qu'on parle des JO, que tu nous racontes cette relation que tu as avec ton frère Jean-Pierre, que tu as dû affronter du coup à La Réunion. Comment ça se passe au quotidien et lors des grandes compétitions? Est-ce que tu le vois un peu plus comme un rival, un peu plus comme un ami? Comment tu vis les choses? Ouais, je dirais plutôt c'est une histoire de bromance un peu entre deux frères. Je vois pas du tout ça comme un rival, c'est mon frère et voilà, c'est tout. On a une relation très fraternelle. On essaye de passer beaucoup de temps ensemble. Quand on part sur des compétitions, on loge toujours ensemble, on regarde ensemble les parcours. On s'encourage si on a l'occasion et on peut, parce que parfois avec les départs, on part peut-être 3 minutes après l'autre, c'est impossible clairement de s'encourager. Mais à l'image de cette année, sur la Coupe du Monde d'Augsbourg, on s'est encouragé mutuellement pendant nos manches et on dormait ensemble dans le même hébergement, donc c'était vraiment génial, c'était vraiment très agréable. Et j'imagine que ton frère Jean-Pierre t'a aussi donné pas mal de conseils, lui qui a pu faire les JO à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Ouais, j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger avec lui sur les Jeux Olympiques. Je l'ai eu au téléphone, si je ne me trompe pas, la veille, peut-être le 26 ou le 25 au téléphone pour parler des Jeux, pour parler de l'état d'esprit à avoir, pour parler vraiment tout le cadre global des Jeux Olympiques pour réussir à performer au mieux. Ton frère a choisi le Sénégal, toi aussi tu as choisi le Sénégal. J'imagine que c'est un choix du cœur et j'aimerais savoir comment il s'est articulé, ce choix. Moi, ce choix de disputer des compétitions pour le Sénégal, ça a commencé en 2015 où j'ai disputé les championnats de France junior. Et là, les 3 premiers étaient automatiquement sélectionnés en équipe de France junior. Et moi, j'ai terminé 3e et à l'issue de ça, j'ai eu le DTN en France qui est venu me voir pour me demander si je souhaitais courir les championnats d'Europe. À ce moment-là, je lui ai dit que je n'avais pas l'envie ni le souhait. Et c'est là où j'ai commencé, un mois après, à réaliser ma première Coupe du Monde à Pau en 2015, une compétition sous le drapeau du Sénégal. Donc du coup, tu as 17 ans à cette époque-là, il me semble, en 2015, ouais. Tu as 26 ans aujourd'hui. Et quel sentiment tu as lorsque tu cours pour la première fois sous cette bannière-là? Beaucoup de stress, c'était quand même un peu de pression, mais aussi beaucoup de fierté. J'étais très heureux de représenter le Sénégal et comme on dit aussi beaucoup, indirectement on représente aussi l'Afrique. Donc franchement pour moi c'est une grande fierté de faire ça. Et j'espère que j'aurai l'occasion encore de continuer à disputer, à participer à des compétitions sous les couleurs du Sénégal pendant longtemps. On revient dans le temps. On est cette fois-ci donc qualifié pour les JO, mais comme tu me l'avais dit en aparté et même tout à l'heure, tu as une phlébite. Donc ça te raccourcit un peu le temps de préparation. Et j'aimerais savoir comment elle se passe justement cette préparation avant les JO, parce qu'elle n'est pas tout repos, j'ai l'impression. Non, c'était assez compliqué cette préparation. La plupart des gens qui participent aux Jeux Olympiques, ils ont une préparation qui s'étale sur 4 ans. Moi, c'est étalé sur 1 an et demi parce que à l'issue des Jeux Olympiques de 2021, en fait, je me suis luxé l'épaule, j'ai dû faire opération d'épaule, rééducation. L'année dernière, j'ai fait une phlébite, donc j'ai eu que 6 mois réellement de préparation pour les Jeux Olympiques. Donc ça n'a pas été très simple. Le lendemain de la réunion, quand je suis rentré, j'ai un ami à moi, il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a déposé au travail. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai fait beaucoup de mails pour commander tout le matériel, pour prendre contact avec mon préparateur physique Thomas Durand, pour planifier vraiment la saison avec mon entraîneur aussi sur les compétitions auxquelles je dois participer, comment m'améliorer techniquement, physiquement. Donc franchement ça a été un gros travail et après au courant de l'année c'était pas si simple que ça. J'avais beaucoup d'heures d'entraînement, le travail et puis après des choses annexes. Je voulais passer du temps avec mes amis. C'est quelque chose d'assez important d'avoir un très bel équilibre dans la vie pour être le plus performant possible. Parce que justement on en parlait aussi, mais tu te levais tous les jours à 5h30 avec un entraînement, puis tu travaillais par la suite en tant que trésorier et le soir même entraînement encore. Donc la préparation n'est pas très optimale du coup. Pas toujours très optimale quand on n'est pas professionnel, on est obligé de travailler à côté. Je suis très bien accompagné par le comité olympique sénégalais et aussi un peu les institutions, mais ça ne permet pas d'être professionnel à 100% comme beaucoup d'athlètes. Ouais. Donc évidemment lundi, mercredi, vendredi, j'ai des gros cycles ou des grosses journées où je fais musculation le matin, entraînement le soir et travail la journée, donc c'est pas toujours des journées de tout repos, c'est très fatigant, donc c'est comme ça aussi on peut le voir vite, qu'on peut se blesser, qu'on a un peu plus de mal à progresser. Il y a des jours où, comme on est tous des êtres humains, on n'a pas très envie d'aller s'entraîner parce qu'on est fatigué, mais on prend son courage à deux mains et on se lance. Et tu as parlé de la fédération sénégalaise, est-ce qu'elle t'a vraiment bien accompagné dans le sens où tu as reçu des aides pour parfaire ta préparation au JO par exemple?
j'étais titulaire de la bourse de solidarité olympique. C'est une bourse qui est distribuée par le CIO à des comités olympiques. Et j'en ai bénéficié une depuis janvier 2022 jusqu'à août 2024, jusqu'à l'issue des Jeux. Donc ça m'a quand même donné un gros coup de pouce pour pouvoir parfaire ma préparation, même si aujourd'hui je sais que si j'en reçois plus, ça m'aidera encore mieux. Ça m'aidera peut-être à être professionnel et d'être, je ne sais pas si on peut dire sûr de pouvoir remporter des médailles, mais avoir toutes mes chances de mon côté. Et tu en parles de toi, par rapport à tout ça, est-ce que tu as des sponsors qui t'aident aussi ou alors tu dois te débrouiller vraiment par toi-même? Je me débrouille beaucoup par moi-même. J'ai mon club en France où je suis licencié, il m'aide quand même pas mal financièrement, où j'ai des aides surtout sur le matériel, où parfois ils me payent un bateau et je dois leur redonner à la fin de l'année, donc ça me permet un peu d'avoir des prêts. Je sais que j'ai des réductions avec les constructeurs de matériel de kayak, donc ça aide quand même énormément, mais ça ne permet pas d'être professionnel à 100%. Il y a des jours où je me pose la question, quand je vais pouvoir payer tel bateau, je dois prendre un bateau plus usé, c'est pas grave, je fais avec. On va revenir maintenant sur les JO, 26 juillet, donc c'est la cérémonie d'ouverture. Pour moi, beaucoup de fierté, j'étais très content, c'était vraiment le carrefour pour moi de toute ma vie. Ma mère est sénégalaise, mon père est français. Je me disais que ça avait beaucoup de sens. Je disputais les Jeux Olympiques en France, le pays de mon père, pour le drapeau de ma mère, donc pour moi ça avait énormément de sens. Et le chemin de tout ce que j'ai parcouru depuis 2021, depuis que je suis installé à Paris, tout se retracer, se bousculer bout à bout pour disputer les Jeux Olympiques. Donc pour moi c'était vraiment une grande fierté, c'était quelque chose d'énorme. Et du coup, tu ne participes pas à cette cérémonie d'ouverture. Est-ce que c'était un choix ou pas? C'était pas un choix personnel. Moi, je voulais vraiment participer à la cérémonie d'ouverture. Pour moi, un athlète qui veut performer pendant les Jeux Olympiques, c'est un atout et c'est une chose dont tous les athlètes ont besoin pour pouvoir performer. Et j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Et donc, j'étais très frustré. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai passé une bonne heure avec mon préparateur mental parce que le lendemain, j'avais pas très envie de courir. Pour moi, c'était déjà une partie de mes jeux qui était un peu gâchée. C'était pas un choix personnel, mon entraîneur était d'accord, il m'avait donné le feu vert et pour moi, c'était le plus important. Et donc, qui a fait ce choix-là C'est le staff qui était présent sur place. Pour eux, c'était infaisable le fait de pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture et d'avoir des épreuves le lendemain. Et voilà. Très bien, on va parler de ces épreuves justement. Donc, premier tour, tu le passes avec brio quand même, tu étais plutôt bien au terme des résultats. La demi-finale aussi. Donc j'aimerais savoir ton état d'esprit à ce moment-là, savoir ce que tu pensais notamment par rapport à la cérémonie d'ouverture, mais aussi toi en tant qu'athlète. Le matin, j'étais toujours frustré, je pensais toujours à la cérémonie d'ouverture, j'avais toujours un peu des remords par rapport à ça, j'aurais vraiment aimé y participer, ça m'aurait donné beaucoup de force, mais après j'ai fait avec, j'ai essayé de me remettre dedans. La première manche de qualification, je termine 9e, donc je fais un excellent temps qui m'aurait classé 2e, mais je prends en plus 4 secondes de pénalité. C'était une manche un peu tendue, où j'étais un peu tendu sur moi-même, où je savais ce que je devais faire, je voyais le parcours qui était un peu compliqué, mais sans être trop, donc je savais que les écarts allaient être je pensais que les écarts allaient être minimes. J'arrive en bas de ma première manche, je vois que j'ai quasiment 3 secondes d'avance sur Haneda Takuya, japonais, qui était passé avant moi, avec plus 4 secondes de pénalité, donc là je me dis, je pense que c'est quand même une très belle base. Je fais un temps de 90 secondes plus 4, donc dans ma tête, je me dis c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, mis à part les pénalités. Donc j'engage quand je me prépare pour la deuxième manche de qualif. J'étais toujours un peu stressé en me disant que ça allait quand même pas passer sur la demi-finale, donc il fallait que je réalise une plus belle deuxième manche. Et en fait, quand j'étais dans le plot de départ, à un moment, en me concentrant, j'ai tourné la tête et j'ai vu que j'étais déjà qualifié pour la demi-finale. Donc déjà, je me suis relâché d'un coup. Donc quand je suis parti, j'ai pu réaliser une manche relâchée. Sans trop forcer, je me suis vraiment posé des belles bases en étant relâché, en essayant de faire ce que je pouvais faire. Et après, pour la demi-finale, ça a été vraiment, je pense, une de mes pires souvenirs de manche de ma vie. Déjà, la veille, j'ai pas très bien dormi, j'ai commencé à me coucher j'ai essayé de m'endormir à 23h. Okay. Et pendant 1h30, j'ai cogité dans mon lit. À minuit et demi, je me suis réveillé, je me souviens, j'ai pris mon téléphone en me demandant mais comment je fais cette figure-là Pourtant, j'avais tout analysé avec mon entraîneur, tout était assez clair. Donc pendant une demi-heure, j'étais en train de scruter mon téléphone, en train de regarder comment faire une figure alors que je savais très bien. Et ça m'a un peu détendu, donc j'ai réussi à me rendormir. Je me suis réveillé pas très tôt et la préparation, ça a été un peu dur. J'étais toujours très stressé, toujours nerveux et je me souviens pendant la manche,
Quand j'étais au départ, j'étais toujours un peu stressé, nerveux, mais j'ai réussi à me relâcher juste en partant. Je fais une très belle grosse partie de parcours où dans ma tête, quand j'étais arrivé au deuxième chrono inter, je sentais que j'avais de l'avance sur tout le monde. Donc d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ça dans ma tête. Et d'un coup, je me suis crispé, je me suis tendu. Ouais, je me suis tendu. Et j'ai raté au fur et à mesure toutes mes figures que j'étais en train de faire, j'ai raté de plus en plus. Donc la fin de parcours, je me suis juste battu vraiment jusqu'au bout. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, que j'ai vu que j'étais pris en finale, c'est vraiment un gros soulagement. Et d'un coup, et je me souviens même en regardant mes vidéos avec mon entraîneur, on entend quand je suis en train de débriefer avec lui, je dis ah, j'étais tendu pendant la manche, j'ai pas du tout pris de plaisir. J'aimerais justement revenir sur ton entraîneur. Quelle place il a pour toi aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui compte beaucoup, qui compte énormément pour toi, notamment dans tes performances. Oui, bah pour moi c'est la personne que j'aurais jamais envie de lâcher parce que on n'a pas la relation d'entraîneur-entraîneur, c'est plutôt une relation de pote. Okay. Moi c'est ce que j'apprécie beaucoup chez un entraîneur. Ce que j'aime beaucoup travailler avec des personnes, c'est des relations très amicales que j'ai et avec lui bah, c'est exactement ce que j'ai. Et en fait on est très copains, on s'appelle, on se voit des messages, même en dehors du travail. Parfois il me demande oh, bah alors t'as une copine, etc. Genre voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez... C'est plus une relation amicale qu'autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ce qui fait beaucoup de différence. Ok, je vois très bien. Et puis on arrive à cette fameuse finale. Quel est ton état d'esprit avant le départ? À l'issue de la demi-finale, déjà, bah, j'ai mon début de flébite qui avait refait un peu surface. Donc j'avais l'avant-bras qui avait bien gonflé et qui était bien dur. Donc à ce moment-là, je dis à mon entraîneur, il me dit bon, on va changer, je vais me changer. Je dis bon, j'appelle le préparateur mental, tu peux préparer les vidéos, je l'appelle mon préparateur mental. En même temps, bah, il y a mon ostéo qui m'a suivi toute l'année, il était présent pendant les jeux, je lui avais offert des places pour venir me voir, je savais que ça lui faisait très plaisir. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit je peux venir te voir, j'ai couru de l'autre côté de l'île pour aller le voir et il m'a fait des étirements pour détendre mon avant-bras. En même temps j'étais au téléphone avec mon préparateur mental, donc ça a été vraiment assez sportif, donc j'ai eu le temps de courir un peu à droite à gauche. Je suis revenu, j'ai dû me poser un quart d'heure, on a regardé les vidéos et après c'était presque l'heure de repartir pour la finale. Un quart d'heure de préparation avant la finale olympique? Bah ouais, en fait tout se passe vraiment très vite, on a une petite heure entre la fin de la catégorie et le début de la finale, donc on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. Donc c'est là où vraiment tout est rythmé, c'est pour ça que je me mettais à courir un peu à droite à gauche pour essayer de gagner un max de temps. Est-ce qu'avant une finale comme celle-ci, le fait de savoir que ta phlébite n'est pas encore totalement guérie te crispe? Pas du tout, franchement, c'est passé à côté d'autres choses. Je me souviens quand on analysait ma demi-finale avec mon entraîneur, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire pour la finale, je lui ai dit je vais chercher l'or, voilà, aujourd'hui j'en suis capable, je sais que je peux le faire et il faut essayer de passer outre les douleurs physiques, les pépins qu'on a. Et donc finale, on y arrive. Je pense que ton plus gros adversaire c'est Nico Gestin. Et quel est ton sentiment? Bah déjà avant de m'élancer, quand je m'échauffais dans la vasque de départ, j'entendais le speaker Sergio qui chauffait beaucoup le public pour moi et j'entendais l'acclamation, donc déjà à ce moment-là, j'avais le smile, je rigolais beaucoup, j'avais le grand sourire aux lèvres. Et quand j'ai passé vraiment la petite bâche qui nous cachait pour me mettre dans le plot de départ, là c'était le poker face, là, direct ça s'est changé d'un coup. J'étais vraiment concentré, j'étais un peu en mission, je savais ce que j'avais besoin de faire, ce que je voulais faire et je voulais vraiment le faire, donc c'était vraiment mon état d'esprit. Et là bah, je réalise presque tout ce que je souhaitais faire, je fais beaucoup d'erreurs techniquement, mais quand je franchis la ligne d'arrivée et que je vois que j'étais en tête, là c'était gros soulagement. Et justement parlons de son temps. 95-78. Donc quand tu franchis la ligne d'arrivée, on te voit mettre tes mains au visage, on te voit vraiment, t'as un sentiment, je pense, de joie qui est inestimable. Je m'arrête sur ces quelques petites secondes, quelques petites minutes avant le résultat final, mais à quoi tu pensais dans ta tête? Bah, quand je franchis la ligne d'arrivée et que je vois mon temps, je savais automatiquement que j'allais être médaillé parce que c'était très compliqué de réaliser des gros temps comme ça. Il en restait 5 derrière moi. Mais je savais que Nico allait forcément me passer devant parce qu'il avait quand même un gros avantage sur tout le monde. Il était vraiment très en forme, très fort techniquement, physiquement. Il était vraiment le meilleur aujourd'hui. Et je savais que j'allais être médaillé. Je ne savais pas encore la couleur, mais être devant tout le monde, franchement, grosse fierté, grosse joie. J'étais vraiment relâché. J'étais l'homme le plus heureux au monde. Et puis finalement, il y a cette pénalité, l'annonce du non-franchissement de la porte 9. Comment tu le vis? Un peu compliqué à vivre sur le coup. Non, sur le coup, je l'ai plutôt bien accepté parce que je me suis dit bah, c'est une décision des juges. C'est un moment, il faut être sportif. Donc j'ai félicité ceux qui étaient sur le podium.
Et les jours d'après, un peu plus compliqué à accepter, en me disant bah j'aurais pu prendre plus de marge à tel endroit, être bien meilleur, j'aurais pu ramener une médaille plus facilement et beaucoup de remords. Tu l'as beaucoup regardé cette course? Ouais, pas mal de fois, je pense que je pourrais même plus la compter maintenant tellement de fois j'ai regardé. Et puis il y a aussi, au-delà de ça, d'autres compétitions en kayak cross et en kayak slalom, où ça s'est un peu moins bien passé. Même si en kayak slalom tu as frôlé les quarts de finale, comment tu peux l'expliquer, cette différence de niveau? Alors par rapport aux différences de niveau entre le kayak slalom et le kayak cross, ce sont pas du tout mes spécialités. Kayak slalom, j'en fais pratiquement jamais. Cette année, j'en ai fait qu'une fois dans l'année. Non, j'en ai même pas fait cette année du kayak slalom. Le kayak cross, c'était une décision un peu plus personnelle. J'ai pas voulu en faire cette année pour éviter de me blesser physiquement. Les blessures arrivent vite entre les épaules, le dos, le visage. Il y a beaucoup de coups qui se font dans le kayak cross, donc j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai voulu me concentrer principalement sur le canoë pour essayer d'aller chercher une médaille parce que je savais que j'avais les ressources et que j'en étais capable. Mais je sais que sur la prochaine Olympiade, je me préparerai plus dans les 3 disciplines parce que j'aurai beaucoup plus de préparation et j'espère que je pourrai être beaucoup plus accompagné pour pouvoir faire le triple projet. Très bien, moi je voudrais savoir aussi quels sont tes objectifs à moyen et long terme sur cette Olympiade et surtout à Los Angeles si tu y arrives en 2028. Bah déjà j'ai des objectifs un peu sur les différentes échéances internationales. J'aimerais bien remporter une Coupe du Monde ou un championnat du monde sur cette Olympiade. Je pense qu'au niveau de la victoire, je vais essayer de miser la Coupe du Monde de Vers-sur-Marne en 2026 qui aura lieu ici. Et après, essayer de chercher 2 médailles sur des Coupes du Monde, sur des Coupes du Monde, peu importe la couleur en plus. Et essayer d'aller chercher une médaille sur un championnat du monde. Entre 2027 et 2026. Oklahoma en 2026 et 2027 à la Södergel. Donc objectif 3 médailles minimum avant 2028. Au moins. Et en 2028? Et 2028, le seul objectif que je me mis, c'est la médaille d'or sur les Jeux Olympiques. Donc toi, objectif champion olympique Los Angeles 2028. Ouais, j'ai pas d'autre objectif aujourd'hui. C'est vraiment le seul truc qui m'importe. Rec, pas d'argent, pas de bronze. Non, franchement, forcément, je serais très fier, mais je considérais que j'aurais pas atteint mon objectif que je me suis fixé. Un petit dernier mot pour nos auditeurs WeSport. Ouais, je voudrais remercier déjà tous les institutions, Madame la ministre du Sport, Monsieur le Président de la République, à qui on a eu beaucoup d'encouragement, des échanges, et évidemment tout le peuple sénégalais qui m'ont donné beaucoup de force et qui m'ont envoyé beaucoup de messages, et franchement ça me touche beaucoup et ça donne envie d'aller chercher vraiment plein de médailles sur les prochaines échéances internationales. Et je vous donne rendez-vous sur les 4 prochaines années sur les différentes compétitions internationales et en 2028 sur les Jeux Olympiques de Los Angeles pour aller chercher la médaille d'or. C'est dit. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup.